Moi, j'ai le grand plaisir, effectivement, bonjour à tous, d'accueillir sur scène Manuel Dorme, que vous connaissez tous au moins par son pseudo Corben, pour son blog corben.info, et Fabrice Epelboin, que vous connaissez probablement aussi, même si vous ne le savez pas, puisque, comme je vais l'expliquer en décrivant un peu le parcours de ces deux personnes que vous avez la chance d'avoir devant vous, elles ont eu une activité extrêmement importante sur Internet. Donc, Corben ou Manu, toi, tu es surtout connu pour ton blog corben.info, que tu édites depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Oui, c'est ça. Qui a combien de visiteurs 2 millions par mois à peu près. Voilà, il le dit très modestement, mais 2 millions, c'est quand même assez énorme. Et tu es aussi donc fondateur de Remix Jobs, qui est une plateforme d'emploi. Et ce qui te vaut, entre guillemets, d'être ici aujourd'hui sur le panel, c'est que tu es cofondateur de Bounty Factory. C'est ça, ouais. Plateforme de bug bounty basée en Europe. Et donc on va expliquer un peu le bug bounty, ce que c'est. Ok. Et Fabrice, alors toi, tu as un Bonjour. CV, on prendrait l'heure pour raconter un peu tout ce que tu as fait. Oui, je suis plus tout jeune non plus. Je ne vais pas t'insulter, mais je pense qu'on peut dire que tu es un vieux sur le web. Tu as oui. commencé dans les années 90 en faisant de la web agency. Et puis dans les années 2000, tu as fait un détour vers le journalisme avec OVNI, qui a tout de suite été une référence, entre autres, sur le web. Tu as fait de la web TV aussi avec TikTok TV. Et tu es consultant, enseignant à la Sorbonne, si je ne me trompe pas. À Sciences Po. À Sciences Po, au Media Lab. Tu donnes des cours de géopolitique. Oui, la géopolitique appliquée au cyber. Et tu es, alors j'en ai un peu découvert l'existence, grâce à toi, le Haut Comité français pour la défense civile. Donc je ne sais pas si tu voudras expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Mais ce qui t'amène ici, c'est que toi, tu es cofondateur de la plateforme Yogosha. Tout à fait. Qui est aussi une plateforme de bug bounty. Peut-être, alors, full disclosure, on va parler probablement de disclosure. Donc effectivement, peut-être certains me connaissent de ma vie d'avant où j'étais de Numérama. Maintenant, je m'occupe de l'éthique et des relations publiques chez Quant, donc le moteur de recherche. Et l'éthique, c'est de faire du full disclosure. Quant est client de la plateforme et partenaire de la plateforme Bounty Factory de Corben. Donc j'essaierai malgré tout de reprendre mes anciens habits de journaliste pour être le plus neutre possible dans l'animation de cette table ronde. Si jamais vous voyez des écarts, vous me faites de grands signes, vous me criez dessus et tout se passera bien, quoi. Voilà. Je propose qu'on commence par lire la définition du bug bounty qui est proposée dans Wikipédia, ce qui assure a priori la neutralité la plus stricte sur ce que ça peut être. En tout cas, ça exprime un certain consensus. Bug Bounty, c'est un programme proposé par de nombreux sites web et développeurs de logiciels qui permet à des personnes de recevoir reconnaissance et compensation après avoir reporté des bugs, surtout ceux concernant des exploits et des vulnérabilités. Et ces programmes permettent aux développeurs de découvrir et de corriger des bugs avant que le grand public en soit informé, évitant ainsi des abus. La chose intéressante dans cette définition, je trouve, c'est l'utilisation du mot « personne », c'est-à-dire qui permet à des personnes de recevoir reconnaissance et compensation. Est-ce qu'on peut être plus précis? C'est qui ces personnes? Est-ce qu'il faut parler de hackers? Est-ce qu'il faut parler de chercheurs en sécurité, d'autres choses? Alors le problème, c'est que le mot hacker, il est très connoté. Il n'y a qu'à en parler à votre grand-mère. Donc nous, on préfère appeler ça, effectivement, le terme en français, c'est des chercheurs en sécurité, parce que ce sont des gens dont c'est le métier ou la passion, ou en tout cas un bon passe-temps. Et le terme, on va dire en anglais, c'est plutôt hunter, parce que le bug bounty, le bounty au sens, on va dire, un peu américain du terme, c'est une récompense. Et donc c'est des chasseurs de primes en fait, qui vont essayer de décrocher la récompense. Donc voilà, c'est des hunters. Et chez Yogosha, vous utilisez quel terme? Nous, on utilise un terme très politiquement correct qui est chercheur en sécurité. Pour revenir sur la définition de Wikipédia, ça peut être bien d'inscrire le bug bounty dans la continuité et l'évolution des services en matière de cybersécurité. Avant le bug bounty, et encore aujourd'hui, on fait appel à des services de pen testing, penetration testing, qui consiste grosso modo à acheter du jour homme à des entreprises spécialisées qui vont mettre un hacker ou un chercheur en sécurité, selon la nomenclature,
Et ce hacker va passer son temps, le temps qui lui est payé, à chercher des failles de sécurité. Et au bout du temps imparti, il va vous faire une jolie liste que vous allez ensuite corriger. Le bug bounty inverse la logique économique de ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter du jour homme, acheter le temps de recherche, vous allez acheter le résultat de la recherche, c'est-à-dire la faille que le chercheur a trouvée. C'est aussi bête que ça. L'autre caractéristique, c'est que vous ne vous adressez pas à un chercheur, comme dans le pentesting, mais à une foule, une communauté de chercheurs. Et puis à partir de là, il y a une multitude de variations dans la façon de constituer cette communauté et dans la façon de créer un bug bounty. Il y a tout un tas de déclinaisons possibles. Finalement, le bug bounty, j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler là, depuis 2-3 ans. C'est vraiment une nouveauté ou c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et c'est simplement il y a une mode, on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire du bug bounty? Alors, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, principalement aux États-Unis, puisque c'est de là que ça vient, c'est là-bas que c'est né. C'est plus récent en France et en Europe. Après, c'est aussi, malheureusement pour Yogosha ou pour Bounty Factory, un peu le buzzword au niveau sécu du moment. Donc, voilà, il y a un peu à boire et à manger dans ce qui est le bug bounty. Mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, c'est nouveau pour les entreprises européennes parce qu'elles n'ont pas encore toute cette culture voilà, du bug bounty. Donc, il faut expliquer, il faut rassurer, il faut montrer comment ça fonctionne vraiment. Et puis, à partir de là... En général, ça se passe plutôt bien. Justement, en pratique, je suis une entreprise. Qu'est-ce qui m'amène à faire appel à une plateforme comme Bounty Factory ou Yogosha? Alors, en pratique, tu es une entreprise qui a déjà peut-être une équipe de sécu ou qui a déjà fait des audits, des pen tests, qui s'intéresse à sa sécurité, mais qui veut aller plus loin en fait, qui veut pas rester la tête dans le sable pendant 6 mois en attendant le prochain audit, alors que pendant ce temps-là, il y a ces développeurs qui travaillent, qui font ce qu'on appelle du développement agile, hein, donc qui vont pousser des nouvelles fonctionnalités, qui vont voilà, améliorer le site, l'application, peu importe. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est proposer ce périmètre, donc cette application ou ce site, en bug bounty, parce que là, ça permet justement à une communauté de travailler de manière permanente, H24, sur le périmètre, et donc de remonter des failles, ce qui permet effectivement d'anticiper, en fait, d'être proactif par rapport à sa sécu, et de corriger beaucoup plus rapidement, voilà, sans prendre, sans risquer tout en attendant un audit qui, comme le disait Fabrice, est aussi du jour homme. Donc c'est important, il faut en faire des audits, il faut en faire du pentest, mais c'est des choses qui sont sur des durées limitées, avec des gens qui sont en équipe de 2-3 personnes. Voilà, qui ont qui ont des compétences, mais qui seront moins larges au total qu'une communauté qui va se pencher sur le problème. Donc, en fait, si je résume un peu le principe du bug bounty, je suis une entreprise qui développe, qui sort des logiciels, des applications ou qui a besoin de ces applications en interne. Je sais que j'ai besoin de tester la sécurité. Je n'ai pas forcément les compétences en interne, donc je vais demander à ceux qui ont la compétence partout dans le monde d'aller tester et prouver ma sécurité et de me dire où sont mes failles de sécurité dans le code. C'est ça, et comme ce sont des chercheurs en sécurité, ce sont des gens qui sont sérieux, qui vont faire des bons retours, qui vont faire peut-être des proof of concept, ou en tout cas des rapports qui seront travaillés, qui vont permettre aux équipes de développement de repérer rapidement les problèmes et de les corriger, de les sécuriser. Okay. Fabrice, j'ai vu, et c'est à peu près la même chose sur le site de Bounty Factory, sur Yogosha, vous ne publiez pas les noms de vos clients. Non, il y a une certaine pudeur dans le monde de la cybersécurité. Il faut voir que le bug bounty, c'est quelque chose de vraiment nouveau en France, hein. Ça a commencé à être utilisé par du CAC 40 depuis à peine plus d'1 an. Et pour l'instant, en tout cas pour les profils CAC 40, ils gardent une certaine discrétion, on va dire. Et ça vient de quoi, cette réticence quand vous allez démarcher aujourd'hui des clients, d'abord, est-ce que vous avez les mêmes réticences avec des petites entreprises, si elles sont dans votre scope, et les grandes entreprises, ou est-ce que les réticences sont différentes? Et ça va être quoi les réticences principales à faire appel à un programme de bug bounty? Et les réponses que vous leur apportez typiquement pour essayer de les rassurer et de leur dire qu'en fait tout va bien se passer? Alors les réticences, essentiellement en ce qui concerne Yogosha, c'est bien évidemment la peur instinctive des hackers qui sont en France, tout particulièrement en France, associés à des cybercriminels. C'est pour ça qu'on les appelle les chercheurs en sécurité. Et ensuite, la peur de la foule. Alors chez Yogosha, on aborde ces réticences d'une façon très simple. On connaît individuellement chacun des membres de cette communauté. On les connaît au point d'avoir leur identité, leur état civil.
et d'avoir présélectionné chacun d'entre eux, d'avoir une logique de constitution de la communauté par cooptation. Donc on est une petite communauté, ce qui fait qu'au final, on arrive à venir à bout de ses peurs par le fait que, moi j'ai coutume de dire traditionnellement que dans la communauté Yogosha, le profil type, c'est un homme de 40 ans qui a un emprunt immobilier et des enfants. Donc c'est des gens parfaitement responsables, établis dans la vie, et qui sont soit dans une logique de... Vous allez jusqu'à faire un contrôle de moralité On va éventuellement jusqu'à demander son avis à l'ANSSI quand on a un doute, mais on a rarement des doutes, vu qu'on fonctionne par cooptation. Mais s'il le faut, oui, bien sûr. C'est essentiel pour assurer des clients. Et on a chez Yogosha des clients qui sont typiquement des gros industriels du CAC 40 ou des OIV, des opérateurs d'importance vitale, qui ont besoin de cette réassurance, ou qui, pour certains, typiquement les opérateurs d'importance vitale, ont besoin de travailler avec des chercheurs qui sont français, de nationalité française. Donc on est obligé de s'assurer de leur état civil pour être en mesure de leur constituer une équipe qui est, par exemple, française. Et on a besoin de connaître l'intégralité des compétences de chacun de nos chercheurs pour, sur d'autres bug bounty, par exemple, mettre en face d'une technologie mobile des gens qui sont vraiment spécialisés sur la technologie mobile en question. Après, il y a d'autres façons d'adresser les craintes qu'on peut rencontrer chez les clients. J'imagine que Bounty Factory a une autre approche, hein, vu que la communauté est constituée différemment. Mais c'est l'un et l'autre, hein, on se heurte à beaucoup de préjugés vis-à-vis des hackers, c'est certain. Alors, nous, c'est un peu différent, effectivement. Il y avait ces histoires de freins. En fait, nous, on a plutôt, on va dire, découpé notre offre différemment. C'est-à-dire que il y a ce qui s'appelle des bounty privés qui sont limités à un certain nombre de chercheurs. Donc, le dit Fabrice, voilà, c'est sélectionné au final. On sait, voilà, on prend ceux qui sont par exemple dans un classement, qui sont les meilleurs, ou des gens que la société connaît et qu'elle peut inviter dans son programme. Donc, si par exemple vous avez une société, que vous avez déjà eu des retours de failles, ou si vous avez l'habitude de travailler avec des indépendants, des hunters, enfin des chercheurs en sécurité indépendants, vous pouvez les inviter dans le programme. Donc, c'est une manière comme ça de se tranquilliser. Mais l'autre intérêt aussi d'une communauté, on va dire un peu plus ouverte, entre guillemets, et ça c'est mon avis là-dessus, c'est que les retours sont beaucoup plus riches et nombreux. C'est-à-dire que évidemment, quand vous faites, on va dire, vous faites intervenir des hunters qui sont, je sais pas, une dizaine, donc par exemple sur un programme privé, voilà, ils vont vous faire des retours, mais qui seront mécaniquement moins importants que sur 2000 personnes, par exemple, qui vont tester votre périmètre. Donc, nous, là, sur Bounty Factory, on a vraiment, on va dire, repris le bug bounty en termes, comme le font les Américains, tout simplement, le bug bounty historique, avec une plateforme qui est ouverte à tous, où tout le monde peut s'inscrire, et après ça se passe au mérite, c'est-à-dire que c'est les meilleurs qui vont monter dans le classement et qui vont faire des retours de failles. Sachant que la logique elle est assez simple, hein, c'est si le mec est bon, il va trouver des choses et voilà, il va trouver des failles et elles seront payées par l'entreprise. Si le mec est mauvais, il va rien trouver, ou alors il va renvoyer des choses qui ne seront pas des vraies failles, et il ne sera pas payé, et pire, il va perdre des points dans son classement, et donc perdre forcément du crédit. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel. C'est vrai que c'est l'une des grosses différences entre nos deux approches du bug bounty. Nous, on a beaucoup moins d'historique, hein, que Bounty Factory. On a démarré from scratch, hein, en regardant l'approche américaine et en consacrant énormément de temps. On a mis près d'un an avant d'ouvrir la société à réfléchir à la façon d'adapter un concept américain à une réalité européenne qu'on a jugée un peu plus frileuse, notamment vis-à-vis des hackers et vis-à-vis de la cybersécurité. Et puis, la clientèle américaine est constituée aujourd'hui essentiellement de gros mastodontes technologiques. Quasiment tout le monde pratique le bug bounty dans la Silicon Valley. On n'a pas ce tissu numérique en Europe. Donc nous, on visait un tissu qui est celui du CAC 40 ou celui des industriels européens, qui forcément ne va pas réagir de la même façon. C'est pour ça qu'on a constitué dès le départ une communauté fermée. On ne rentre pas dans la communauté Yogosha comme ça. Il faut être non seulement coopté, mais il faut passer des tests, hein, pour s'assurer qu'on a un certain niveau. Et effectivement, on n'a pas, comme Bounty Factory, des milliers et des milliers de hackers dans notre communauté. Ils sont quelques centaines. Ce qu'on a constaté, c'est que
plus on augmentait le nombre de hackers, sachant que nous, on n'a jamais dépassé 250, sur une opération de bug bounty, plus on augmentait, plus on dégradait le rapport signal-bruit. C'est-à-dire que si on prend les extrêmes, comme Facebook, où là, vraiment, n'importe qui peut rapporter une faille à Facebook, on a un rapport signal-bruit de l'ordre de 5%. Sur 100 rapports de faille que reçoit Facebook, il y en a 5 qui sont intéressants, les 95 autres n'ont aucun intérêt. Malgré tout, ils génèrent du relationnel avec le hacker qui a déposé la faille, donc un coût de traitement. Après, où mettre la barre entre mettre une dizaine de hunters sur un bug bounty, alors, on n'est même plus sur du bug bounty privé, là on est sur du on-demand, ou quelques centaines ou quelques milliers, ça a un impact effectivement sur la diversité des rapports qui sont fournis à l'entreprise. Ça a aussi un gros impact sur le coût de traitement de tout ça et sur le rapport signal-bruit. C'est des variables qu'on commence à bien maîtriser et selon les besoins des clients qu'on a à face de nous, on va l'orienter vers une solution avec finalement assez peu de chercheurs, quelques dizaines, ou des solutions avec quelques centaines de chercheurs et demain, pourquoi pas plusieurs milliers. Sachant qu'on va arriver à déterminer un nombre de chercheurs au-delà duquel le rapport signal-bruit fait que les coûts de traitement rendent cette opération beaucoup moins intéressante. Alors que vous, chez Bounty Factory, vous n'avez pas du tout cette approche-là. Donc tu disais que c'est une plateforme ouverte, ne peut s'inscrire qui veut et les programmes sont accessibles de base à n'importe quel hacker. Non, les programmes publics sont accessibles aux gens inscrits. Sachant que ces gens doivent quand même montrer patte blanche parce qu'il y a tout un tas de lois et de réglementations en Europe concernant par exemple le terrorisme, ou la lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d'argent. Donc il y a quand même des choses, des barrières en fait à l'entrée qui empêchent par exemple des mecs de Daesh d'aller arrondir leur fin de mois en faisant du bug bounty. Mais sinon, enfin, on est ouvert à tout type de compétences et c'est vrai que voilà, c'est une approche différente, hein, c'est juste ça. Est-ce que vous remarquez le même non, biais à partir du moment où vous avez trop de rapports et du coup ça devient difficile à non, on n'a pas trier en fait, on n'a pas ça parce que on a des entreprises qui font beaucoup de bounty privés, donc qui invitent le top 10, le top 100 pour l'instant. Et sur les programmes publics, bon, écoute, j'ai jamais eu ce genre de remontée. En tout cas, voilà, je pense que en fait, les gens qui s'intéressent au bug bounty, voilà, qui font ça, c'est pas juste des spammers qui vont mettre des commentaires juste pour saouler le monde, quoi. C'est des gens soit effectivement qui vont croire qu'ils ont trouvé une vraie faille et qui vont se tromper, et voilà, mais c'est pas la majorité, quoi. Ça arrive une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, ce sont des vraies failles. Alors après, ce qui arrive, c'est sur le bug bounty, si on n'en a pas parlé, là, c'est un concept plus générique, c'est que c'est à l'entreprise aussi de corriger ces failles de manière assez rapide, rapide. Tout est subjectif, mais l'idée, c'est que il faut éviter les doublons. Parce que quand il y a un hunter qui va passer, qui va trouver une faille, qui va la remonter, qui va toucher la récompense, et que l'entreprise va laisser la faille accessible, disponible sans corriger, pendant peut-être un mois ou deux, bon, effectivement, là, pendant ce laps de temps, il y aura peut-être 10 autres personnes qui l'auront redécouvert à chaque fois. Donc, ils vont faire des remontées de bugs qui seront identiques. Et là, ça peut générer un peu de frustration parce que les hunters ne seront pas payés, parce que ce ne sont pas eux les découvreurs de la faille d'origine. Justement, est-ce que tu peux un peu expliquer, parce qu'on est déjà parti dans le fond sur les bug bounty, mais peut-être pour les gens qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement d'une plateforme de bug bounty, est-ce que vous pouvez expliquer tous les deux comment ça fonctionne concrètement? C'est assez simple en fait, c'est juste des règles du jeu. C'est comme un jeu de société. Vous définissez vos règles. L'entreprise dit ce type de faille m'intéresse, ce type de faille critique sera récompensé autant. Vous pouvez regarder mon application mobile mais pas mon site web. Vous pouvez faire ci, faire ça, etc. Voilà, donc c'est du texte tout simplement. Donc nous on accompagne aussi là-dessus parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde de rédiger ce genre de choses. Et ensuite, les hunters se conforment à ces règles. C'est-à-dire s'ils sortent du cadre de ces règles, bon, ils rompent ils rompent le contrat en fait qui les lie entre eux, nous, voilà, sur ce trio-là. Et forcément, ils ne sont pas récompensés. Pire, ils perdent des points dans le classement, donc ils se font reléguer. Voilà, ils perdent des places. Donc voilà, c'est pas très compliqué en fait en termes techniques. Après, évidemment, il y a des outils. Dans notre outil, par exemple, on a un système pour qualifier les failles.
Donc on peut dire, la société ou même le hunter peut qualifier la faille en disant c'est critique, pas critique. Enfin, il y a différents niveaux, c'est documenté. On peut mettre des pièces jointes, des proof of concept, des captures écran, etc. Et puis après, comme un système de ticketing classique pour des bugs, voilà, c'est orange, c'est rouge, c'est vert. Et puis une fois que c'est traité, c'est clôturé. Les montants sont versés au hunter dans son portefeuille électronique. Et puis voilà, puis après on passe au bug suivant. C'est vraiment un outil, on peut le voir comme un outil de gestion de bugs classique, sauf que là, il y a vraiment des aspects sécurité avec par exemple des scores CVSS qui sont des scores relatifs à la sécurité. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que voilà, on a essayé de le faire assez agréable à utiliser. Je pense que chez Yogosha, ça doit être pareil. Et avec aussi des tableaux de bord aussi pour avoir des retours, pour que le manager puisse voir un peu justement là où ses développeurs lui font un peu défaut. Par exemple, est-ce qu'il y a trop de XSS, est-ce qu'il y a trop de. Voilà, sur différents critères, types de failles, en fonction on va dire des critères, enfin des normes, par exemple de l'OASP ou ce genre de choses. Du coup, Fabrice, combien ça coûte de mettre en place un programme de bug bounty et combien ça peut rapporter à un chercheur ou un hacker qui trouve des failles? Alors combien ça coûte? Ça fonctionne de façon assez simple en fait. Vous déterminez un budget qui est ce que vous voulez. Alors chez nous, c'est pas moins de 10 000 euros, mais ça peut commencer à 10 000 euros. Et à partir de là, des chercheurs vont vous ramener des failles. On va évaluer, chez Yogosha, on a un système assez cartésien pour évaluer le prix d'une faille, histoire d'évacuer complètement toute phase de négociation, qui est vraiment pas quelque chose qui va simplifier la relation entre les chercheurs en sécurité et l'entreprise. Donc tout ça, on a évacué ça dans un widget basé sur le fameux CVSS qui permet aux chercheurs comme à l'entreprise d'évaluer la criticité et d'arriver à finalement une négociation, mais à travers des critères très cartésiens. Et puis au fur et à mesure que les failles vous sont rapportées, la cagnotte initiale que vous avez versée diminue. Quand elle arrive à zéro, le bug bounty se met en pause et l'entreprise peut soit relancer son bug bounty en remettant la main à la poche sur sa cagnotte, soit, et ça arrive de temps en temps, mettre en pause le temps de corriger des failles, parce qu'effectivement, si l'entreprise n'a pas la rapidité suffisante pour corriger ces failles, elle va se retrouver avec une myriade de ce qu'on appelle les duplicates, c'est-à-dire un bug qui va être trouvé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, mais qui va générer beaucoup de frustration à partir de la deuxième fois parce qu'on ne le paye qu'une fois. C'est uniquement la première personne qui rapporte la faille. C'est le premier chronologiquement qui a déclaré la faille. C'est le premier chronologiquement qui va gagner de l'argent sur la faille. Le deuxième va gagner des points, mais pas d'argent. Et la personne qui découvre la faille sait combien elle va être payée? Oui, ça dépend des plateformes. Mais chez Yogosha, il y a un système de négociation entre l'entreprise et le chercheur basé sur des critères très rationnels de détermination de la criticité d'une faille qui va lui permettre de savoir à l'avance exactement combien elle va toucher. Quant à savoir combien est-ce qu'un chercheur en sécurité peut gagner, alors il n'y a pas de règle générale, parce qu'on trouve dans la population des chercheurs sur l'ensemble des plateformes de bug bounty, aussi bien des amateurs qui font ça comme véritablement un loisir, parce que c'est aussi un loisir, le hacking, et qui se font des revenus complémentaires, que des gens qui font ça à plein temps et qui peuvent gagner des sommes qui sont assez impressionnantes. On parle aujourd'hui de gens qui gagnent allègrement au-dessus du demi-million d'euros par an. Maintenant, c'est des gens de haut niveau qui y consacrent vraiment beaucoup de temps. Mais étant donné qu'il y a une pénurie de ressources sur le marché de la cybersécurité, ces sommes ne peuvent qu'aller en augmentant. Je pense qu'on va vite arriver à 1 million par an très rapidement. Moi, je le constate, ça n'a de cesse d'augmenter. Là, par exemple, juste pour donner un chiffre, parce qu'apparemment, c'est ce que tu voulais. Sur le mois dernier, celui qui a gagné le plus chez nous sur Bounty Factory, il s'est fait 15 000 euros. Je n'ai pas le détail, mais son plus gros lui a été payé 5 000 euros. Voilà. Donc après... Ça rapporte bien, il faut être honnête. Voilà. On est sur un marché de l'emploi qui est très tendu. L'ANSSI avait sorti des statistiques. Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des services informatiques, avait sorti une statistique l'an dernier qui disait que pour 4 offres d'emploi, il y a 1 candidat. Donc c'est un marché sur lequel il n'existe pas de chômage et qui rapporte très très bien. Le chercheur en cybersécurité, c'est l'un des métiers les mieux payés dans l'informatique aujourd'hui. Et quand on passe d'un emploi salarié à ce type de pratique, si on est bon, on gagne beaucoup plus qu'un emploi salarié. Encore une fois, aujourd'hui, les chiffres qu'on a
qui ne sont évidemment pas des gens qui travaillent uniquement sur nos plateformes, hein, mais qui travaillent sur différentes plateformes. Il n'y a aucune exclusivité dans ce milieu. Nous donnent des indications qui sont autour de 500 600 000 euros par an pour vraiment les bons. Et il est évident qu'on va arriver très rapidement au million et que d'ici 2-3 ans, qu'on en reparlera, on aura des top guns dans cette profession qui seront très largement au-dessus du million d'euros gagnés par an. Ça devient comme les footballeurs qui gagnent des fortunes. Non, on est bien au-dessus de ça dans le football, mais ça va arriver sur des niveaux qui vont avoisiner ce que gagne un trader moyen. Et du coup, est-ce que l'effet pervers, est-ce que vous le remarquez déjà ou peut-être pas du tout, les entreprises qui seraient tentées de dire moi je ne vais pas investir forcément pour avoir quelqu'un qui va faire de la recherche en sécurité à temps plein dans mon entreprise, je ne vais pas investir dans la découverte de mes propres bugs, mais plutôt lancer des bug bounty parce que je sais que ça va me coûter peut-être 10 000 euros, mais finalement 10 000 euros, une fois qu'on retire les charges du salaire, etc., ça représente 1-2 mois de salaire d'un très bon... Non, en fait, le bug bounty, il faut le voir vraiment comme un outil de plus par rapport au reste. C'est-à-dire que les sociétés qui font du bug bounty continuent à faire de l'audit, continuent à avoir une équipe de sécurité en interne, etc. C'est, comme je disais au début, c'est vraiment quelque chose qui se rajoute en fait en termes de protection. Donc les boîtes qui font du bug bounty sont déjà des sociétés qui sont sensibilisées à toutes ces problématiques. Donc c'est pas pour réduire derrière leurs équipes ou alors faire l'impasse ou l'économie. Est-ce que vous avez des mécanismes qui permettraient par exemple à une entreprise de dire moi je lance un programme de bug bounty et finalement il n'y a eu aucune faille de trouver, ce qui est plutôt en termes de communication extrêmement positif. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on a des clients, ils font des audits chez des très bonnes boîtes, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, pour encourager quelque part, est-ce qu'il y a des mécanismes pour encourager les entreprises à continuer à faire de la sécurité classique, ouais. Classique. Non, mais ils le font parce que de toute façon, ils font des audits, ils continuent parce que souvent les PDG aiment bien avoir un petit rapport annuel sur l'audit, la sécu. Ça rassure, il y en a besoin. Et non, c'est jamais arrivé. On a des sociétés qui font des audits et puis le lendemain, ils lancent leur programme de bug bounty très sûr d'elle parce que derrière, avant, ils passaient une grosse boîte de sécu et au bout de la semaine, il y a 60 bugs de trouvés. Critique, pas critique, peu importe, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont trouvées. Donc c'est mécanique. Voilà, il y a plus de gens qui vont se pencher sur la question, donc forcément, il y a plus de choses qui sont découvertes. Et la communauté, je ne sais pas si vous me direz si l'expression est bonne, la communauté des hackers qui sont susceptibles de rejoindre des plateformes de bug bounty, j'imagine que c'est globalement à peu près les mêmes hackers chez Yogosha et Bounty Factory, peut-être pas. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait une plateforme dominante comme on en voit dans plein de marchés et pourquoi en tant qu'entreprise française je devrais faire appel à vous plutôt qu'à une plateforme américaine ou une plateforme indienne? Alors qu'est-ce qui empêche l'effet Uber? D'abord parce qu'on a affaire à des gens qui sont quand même conscients de ce que c'est l'économie. Donc les hackers se rendent parfaitement compte que si à terme il y avait une plateforme, comme la situation Uber, ils se retrouvaient comme les chauffeurs Uber, c'est-à-dire à manger des racines. Ensuite, et donc les hackers seront les premiers à lutter contre le fait qu'une plateforme finisse par absorber tout le marché. Ensuite, il y a une réalité géopolitique qui est que on parle de sécurité, on n'est plus dans la vente de livres comme Amazon ou dans les moteurs de recherche, bien que les moteurs de recherche, il y a un enjeu de souveraineté considérable. On en parlera vendredi. On est sur de la sécurité, donc on touche au cœur de ce qui définit une souveraineté pour une nation. En poursuivant un peu plus loin et sans être particulièrement paranoïaque, si on regarde les grandes plateformes de bug bounty américaines, outre le fait qu'elles sont soumises à une loi américaine qui s'appelle le Patriot Act et qui fait qu'elles sont tenues de collaborer avec les autorités américaines, ce qui, quand on est une entreprise non américaine, veut dire que une faille de sécurité, ça peut être une voie d'accès vers l'espionnage industriel et c'est le métier de la NSA. Si on regarde le CV des fondateurs des plateformes de bug bounty américaines, vous allez trouver la NSA partout. Absolument partout. Donc très concrètement, aujourd'hui, quelques années après Snowden, en pleine affaire des shadow blockers, ou de la CIA qui se fait dérober son armement électronique, qui très visiblement est fait pour faire de l'espionnage industriel et en aucun cas pour lutter contre le terrorisme, une société française ou européenne qui passerait par un prestataire de cybersécurité américain, ça veut dire que la personne qui prend cette décision, en l'occurrence, ça serait vraisemblablement un RSSI, devrait assumer la future affaire Snowden qui ne peut qu'arriver. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de RSSI en Europe qui ait ce niveau d'inconscience. C'est des gens
tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui sont parfaitement conscients de ce que représente l'affaire Snowden. On n'est pas face à une population pour qui l'affaire Snowden, c'est des news avec une vision un peu éthérée de ce qui s'est réellement passé. On est face à des gens qui savent ce qui se passe, qui ne font pas la confusion entre des grands discours de lutte contre le terrorisme et la réalité d'un espionnage industriel massif de la nation américaine vis-à-vis de tout ce qui bouge. C'est des gens qui ont en charge la protection de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de leurs entreprises. Et force est de constater qu'en Europe, tout particulièrement, les entreprises produisent de la valeur avec un capital qui est immatériel. Et ce patrimoine immatériel, c'est des 0 et des 1 sur un disque dur. Et c'est ça que les RSSI ont aujourd'hui à protéger. Et ils ont à protéger contre une multitude de dangers qui vont de la cybercriminalité à l'espionnage industriel. Et quand on touche à l'espionnage industriel, on ne va pas chercher ces services de protection au cœur de la nation qui est le plus grand espion industriel du monde. Nous, on a fait très attention à ça, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tracker Google Analytics. Nos plateformes de paiement, c'est pas PayPal. Enfin voilà, ce genre de choses, on a fait super gaffe aussi là-dessus. À la fois pour le côté un peu marketing, faut le dire, mais aussi voilà, parce que c'est ce que dit Fabrice, l'espionnage industriel, c'est une réalité. Donc voilà. Et si vous regardez sur les plateformes américaines, il y a quand même des boîtes européennes qui ont leur programme de bug bounty aux États-Unis, mais il y en a très très peu, quoi. Et c'est aussi pour ça que le bug bounty, c'est une pratique qui n'est pas très développée en Europe. Et voilà, ça commence avec nous, avec d'autres aussi en Europe, mais on est au tout début, quoi. Et du côté des hackers, est-ce qu'il y a un intérêt à choisir une plateforme européenne plutôt qu'une plateforme américaine ou autre? Non, les hunters, là, ils sont vraiment là pour s'amuser, entre guillemets, ou gagner de l'argent, ou faire ce qu'ils aiment faire. Donc après, peu importe, il y a des Français qui bossent sur les plateformes américaines et qui bossent aussi sur les plateformes françaises ou européennes. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de sélection, à moins effectivement que le hunter ait des besoins de se protéger, peut-être vis-à-vis des Américains ou d'autres pays, peu importe, mais bon, non. Il y a une loi, un règlement qui va entrer en vigueur au niveau européen en mai 2018, qui est le règlement général de protection des données personnelles, qui va beaucoup renforcer les obligations de sécurisation dans les entreprises et aussi de divulgation quand elles savent qu'elles sont victimes potentiellement d'une faille de sécurité. Du coup, est-ce que c'est plutôt bon pour vous et puis on va dire pour l'ensemble des entreprises qui aient ces obligations de sécurisation? Ou est-ce que le fait qu'il y ait cette obligation aussi de divulgation des failles de sécurité peut être gênant pour vos entreprises qui auront tendance à vouloir mettre un peu sous le tapis les failles plutôt que de les découvrir? Non, c'est bien. Enfin, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour le niveau de sécurité générale. Ça le tire vers le haut. Et effectivement, même si les amendes sont assez salées, petite parenthèse, il vous reste jusqu'au 18 mai de l'année prochaine pour vous mettre en conformité, donc traînez pas. Ça permet aussi, voilà, la vie privée des gens est quand même impactée par ce genre de fuite ou de fuite de données, etc. Donc c'est très important que les entreprises se mettent au niveau et arrêtent de négliger un peu tout ce qui est données personnelles quand elles collectent des données de leurs clients ou d'utilisateurs sur leur service. Donc non, moi je trouve que c'est une bonne chose, à la fois pour notre business aussi, il faut le dire, mais aussi pour la sécu en général, pour le niveau de sécu voilà, de tout le monde au final. Il faut bien comprendre que jusqu'ici, si une entreprise collecte vos données personnelles, en tant que prospect, en tant que client, votre numéro de carte bleue parce que vous avez acheté quelque chose chez elle, et que cette entreprise se fait dérober cette donnée personnelle, fondamentalement, elle s'en fout. Ça ne l'affecte pas. De la même façon qu'il y a encore quelques décennies, si j'étais un industriel et que je déversais dans la rivière du coin tout un tas de produits polluants, c'est un problème pour la société, pas pour moi en tant qu'industriel. Et ce que va faire ce règlement général de protection des données, c'est mettre en place l'équivalent du principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que demain, parce que vraiment mai 2018 c'est demain, si moi, entreprise, je me fais dérober par exemple mes données de prospection, où j'ai été scrappé, ou d'une façon ou d'une autre j'ai récupéré votre email, si on me dérobe cette information,
ça va servir à faire du phishing vis-à-vis de vous, ça va permettre tout un tas d'arnaques qui vont vous viser, vous, pas moi, entreprise, eh ben, je serai obligé de vous contacter, de communiquer publiquement le fait qu'on m'a volé ces données. Ce qui aura des conséquences monstrueuses en termes de perte de confiance. Donc forcément, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, ces mêmes entreprises vont faire un effort considérable pour protéger les données qui jusqu'ici n'étaient pas l'objet d'attention particulière. Les entreprises protégeaient les données qui leur étaient stratégiques. Leur recherche et développement, des données vraiment qui posaient un problème si elles étaient dérobées. Demain, grâce à ce règlement, elles vont être obligées de protéger l'ensemble de leurs données, et l'ensemble de leurs données contient évidemment plein de données personnelles, et donc forcément, elles vont faire appel à des sociétés telles que les nôtres pour renforcer leur cybersécurité. Mais ça va aussi lourdement contribuer à faire chuter typiquement le phishing, qui est quelque chose de vraiment continu, et tout un tas de choses dont les citoyens européens sont victimes. Et ces citoyens, généralement, ne réalisent pas qu'elles en sont victimes parce que des grandes sociétés qui ont collecté leurs données ont été négligentes. Ça va être un vrai plus. Le côté négatif, parce qu'il va y avoir un côté très négatif, c'est que du jour au lendemain, la population va entendre parler de hacking et de piratage à tout bout de champ. Et vous ne faites pas d'illusions, hein, ce n'est pas qu'il y aura une explosion de la cybercriminalité le 1er mai 2018, c'est que tout d'un coup, il y aura une obligation de communication. Et ça risque de provoquer une forme de panique vis-à-vis des technologies en général au sein de la population. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour l'économie. Donc il va falloir gérer ce tournant législatif de façon très fine pour ne pas affoler la population. Et il faut reconnaître que le monde de la cybersécurité n'est pas super doué pour ça, parce que le marketing habituel dans le monde de la cybersécurité s'appelle le FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. C'est-à-dire, on aime se faire peur dans le monde de la cybersécurité. Alors tant que c'était entre nous, c'est pas très grave. Mais si ça commence à être un marketing vis-à-vis des populations, là, on va le payer très cher en termes de perte de confiance vis-à-vis des technologies. Petit rappel, l'affaire Snowden a coûté 180 milliards de dollars de pertes à l'industrie de l'IT américaine, du fait de la perte de confiance. Ça serait bien qu'on arrive à négocier ce virage de façon souple, en informant de façon rationnelle et calme les populations, et notamment en se débarrassant, et on a très peu de temps pour ça, de tout ce côté psychotique qu'il y a autour du terme hacker. Hacker, c'est un bidouilleur, c'est un état d'esprit, c'est des gens qui sont, dans leur écrasante majorité, au service de votre sécurité. Et ça n'est en rien des cybercriminels. Il y a une toute petite fange des hackers qui sont des cybercriminels, mais au final, vraiment pas grand-chose. Malheureusement, les médias, depuis maintenant plusieurs décennies, véhiculent cette association systématique entre hackers et cybercriminels. Et ça, on a très peu de temps pour changer les états d'esprit. Je vais juste ajouter une petite chose sur un peu de mon rôle de modérateur, mais sur le règlement européen des données personnelles, il y a l'obligation de sécurisation des données, et il y a un autre principe qu'il ne faut pas oublier, je pense que c'est important de le rappeler au Web Today, c'est la minimisation des données. C'est-à-dire qu'en tant que start-up, vous devez toujours, en tant que start-up ou grande entreprise d'ailleurs, vous devez toujours vous demander, ça devient une obligation juridique à partir de l'année prochaine, est-ce que les données que je collecte, j'ai vraiment l'obligation technologique de les collecter pour pouvoir rendre le service que je rends. Et quand on commence à réfléchir aux services qu'on propose sur le web, et ce qu'on donne en données en échange, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de services qu'on utilise qui pourraient nous rendre exactement le même type de service sans données personnelles. Et la sécurisation, elle est extrêmement importante, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est jamais arrivé qu'il n'y ait aucune faille de sécurité qui soit découverte. Donc le risque zéro n'existant pas, il faut aussi garantir d'avoir le minimum de données personnelles pour qu'en cas de faille de sécurité, le dommage soit le plus minime possible. C'est un point très intéressant, et ça constitue ce qu'on appelle une injonction paradoxale, parce que le motto de la big data, c'est collecter tout ce que vous pouvez, et par la magie des algorithmes, on va tirer de la valeur de tout ça. Donc plus vous collectez, plus vous allez pouvoir tirer de la valeur de tout ça. Et ce que ce règlement européen impose, c'est l'extrême inverse. Donc on plonge quand même beaucoup d'entreprises dans un paradoxe. Elles vont devoir arbitrer entre ces deux approches, et ça risque de ne pas être évident du tout, parce que la décision finale sera prise, nous l'aurons pas, par des gens qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants techniques. Il y a les données, est-ce qu'on en a besoin en tant qu'entreprise, mais il y a aussi la façon dont vous les collectez. Maintenant, il va falloir réviser toutes les conditions générales d'utilisation, etc., ou ce genre de collecte.
tous les contrats en fait pour vos utilisateurs, mais aussi la façon voilà, dont vous avez précoché les cases j'accepte de recevoir si j'accepte machin. Voilà, on peut plus on va dire entourlouper un peu les gens. Il faut vraiment jouer la transparence totale là-dessus parce que c'est des choses qui pourront être utilisées ensuite contre vous en tant que société le jour où il y a un contrôle ou alors le jour où il y a une fuite de données. Et voilà. Donc il faut faire super gaffe en fait. Maintenant, il faut être très très clean à ce niveau-là. J'en profite pour dire, on va faire circuler un micro, je pense dans à peu près 2 minutes, si certains dans la salle ont des questions. Est-ce que vous conseillez aux entreprises qui font appel à des programmes de bug bounty de publier un rapport ensuite, sans forcément dire voilà quelles sont les failles de sécurité qui ont été découvertes, mais le programme de bug bounty nous a permis de corriger tant de failles, ou est-ce qu'elles ont vraiment cette réticence à essayer de montrer qu'elles sont une entreprise qui est parfaitement sécurisée et de faire croire que finalement aucune faille n'a été trouvée? Un des aspects importants du bug bounty, c'est la com aussi, pour l'entreprise. C'est-à-dire que ça va lui servir de support de communication pour dire, regardez, nous, on prend la sécurité au sérieux, etc. Donc, elles ne vont pas communiquer sur les retours en disant, oh là là, c'était la cata, maintenant on a tout corrigé, c'est bon, grâce au bug bounty. Mais elles vont plutôt communiquer en disant, regardez, on fait du bug bounty, c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Et puis ça se passe bien. Et puis voilà, il y a plein de façons de communiquer. Il y a même des boîtes, par exemple une compagnie aérienne aux États-Unis qui fait gagner des miles. Donc ça a fait du buzz. Enfin voilà, c'est un support aussi de communication qui est intéressant. Mais il n'y a pas vraiment de rapport qui est fait à la fin en disant ce mois-ci il y a 300 failles qui ont été retournées. Par contre, un des aspects importants du bug bounty, c'est que ça permet de monter en compétence le niveau de ses développeurs. Parce que justement, les développeurs, c'est eux qui vont corriger derrière. Et ça va leur donner un peu des leçons, parfois un peu durement, mais voilà, sur leur façon de coder. Et ils vont peut-être s'intéresser un peu plus au code sécurisé, à la façon de procéder, etc. Et ils ne referont plus les mêmes erreurs pour la suite. Donc c'est aussi un bon outil pour former ces équipes de dev. Alors, sur la communication, nous, on a été très à l'écoute de notre clientèle parce qu'on ne savait pas très bien où ça allait aller en Europe. On voyait bien ce qui se passait aux États-Unis, où effectivement Google communique quasiment tous les mois sur ses programmes de bug bounty. En Europe, on ne s'attendait pas à ce que les grandes entreprises qui refusent même qu'on affiche leur logo dans nos plaquettes communiquent outre mesure. Par contre, on s'est aperçu d'usages très intéressants des rapports de failles qu'on fournissait à nos clients. Typiquement, alors il y a effectivement cet aspect éducation des développeurs, où on a, pour faire caricatural, on a deux types d'entreprises. On a des entreprises dont l'objectif est de faire monter en compétence leurs développeurs, toutes les startups, mais aussi pas mal de gros CAC 40. Et puis on a des entreprises qui considèrent les développeurs comme de la viande, avec un turnover de fou, et qui n'ont aucun enjeu économique à faire monter en compétence leurs développeurs. Alors ceux-là, effectivement, n'utilisent pas cette dimension-là du bug bounty. Par contre, elles utilisent des rapports de failles qui sont souvent très faciles à lire, y compris pour des néophytes, pour diffuser la culture cybersécurité dans l'entreprise. On a certains de nos clients qui diffusent leurs rapports de failles auprès des commerciaux, qui tout d'un coup comprennent un peu les enjeux de la cybersécurité et qui utilisent à leur tour ces rapports de failles, une fois qu'elles sont corrigées bien sûr, comme argument dans leur vente. On a aussi des entreprises qui diffusent bien plus largement encore ces fameux rapports de failles au sein de l'entreprise, de façon, typiquement pour un product owner, de lui faire comprendre que parfois la cybersécurité doit passer avant le développement d'une nouvelle feature. Ce qu'un product owner habituellement ne comprend pas, mais là, quand il est capable de voir une faille et si elle n'a pas encore été corrigée, de l'exécuter lui-même et de s'apercevoir qu'effectivement il y a une faille béante de sécurité, il comprend tout de suite que c'est la priorité et que sa feature va être reculée d'1 ou 2 semaines. Donc on est au début de cette découverte de tout ce qu'on peut faire post-cybersécurité avec un bug bounty. Beaucoup d'évangélisation au sein de l'entreprise, y compris sur des profils pas du tout techniques, de la vente, et puis effectivement d'éducation. C'est un enjeu central pour les entreprises qui prennent le développement au sérieux, parce que, objectivement, si vous prenez vos développeurs comme de la viande, vous arriverez nulle part. C'est vraiment un outil fantastique pour mettre en relation des chercheurs en sécurité et des développeurs. Et il y a un enjeu pour les plateformes de faire en sorte que cette relation soit sympathique, agréable, récurrente, et que petit à petit, il y ait une transmission de connaissances vers les développeurs de façon à ce qu'ils fassent du développement bien plus sécurisé. Très bien. Est-ce qu'on a des questions dans le public ?
Monsieur avec le t-shirt orange. Merci. Moi, je voulais savoir si cette pratique du bug bounty peut aller avec la certification qui arrive. Il y a beaucoup de certifications et de labels qui rentrent aujourd'hui en compte, notamment avec la nouvelle loi qui arrive. Est-ce que c'est une pratique qui peut être complémentaire ou justement vous rentrez un petit peu en corrélation avec ces labels et ces certifications, sachant que voilà, si j'achète un label et que derrière il y a des hackers de bug bounty qui viennent me dire qu'il y a encore des failles, ça peut être gênant. Mais c'est ce qui va se passer. Il y aura toujours des failles. Donc c'est les labels, c'est, enfin, tu peux en avoir encore autant que tu veux, mais au contraire, c'est bien. Tout ça, ça se complète en fait. C'est juste des couches supplémentaires, des outils supplémentaires. Ça vient en complément, donc c'est pas en opposition avec les certifications ou ce genre de choses. Okay. Ce qu'il faut voir, c'est que le bug bounty, c'est pas une alternative à. C'est vraiment une couche supplémentaire qui arrive à une période où, vous l'avez tous remarqué, la cybersécurité est de plus en plus un problème et la cybercriminalité est de plus en plus un problème. Donc on ajoute des couches de sécurité, exactement comme la sécurité qui n'est pas cyber. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget que tu vas mobiliser pour rattraper un hack, voilà, rattraper des fuites de données, etc., ou sécuriser après coup, sera beaucoup plus conséquent que le fait d'avoir charger un portefeuille électronique ou même acheter des solutions de sécurité ou faire des audits, etc. Et d'abord en termes de réputation pour la société, mais aussi en termes techniques, tout simplement, mobiliser les équipes de dev, etc., pour travailler pour une semaine non-stop, même le week-end et même la nuit, pour attraper le coup, ça a aussi un coût, quoi. Il y a un autre coût, tant qu'on y est, qui est le coût de réparation d'une faille identifiée. Si vous identifiez une faille à travers typiquement du pen testing, ça va vous donner un rapport de faille qui sera assez similaire à ce que vous aurez dans un bug bounty, mais ça va vous le donner 6 mois après que la faille ait été produite. Parce que quand vous développez du code, vous produisez des failles. L'erreur étant humaine, c'est inhérent au développement de code de produire des failles. Si vous apercevez de la faille 6 mois après, alors si vous êtes dans une très grande entreprise avec un gros turnover, il va falloir que quelqu'un qui n'a pas développé le code fasse du rétro-engineering sur le code, s'il est bien documenté, et ensuite corrige la faille. Le coût d'une réparation d'une telle faille peut monter jusqu'à 20 000 €. Alors que si vous pratiquez du bug bounty, la faille va vous être remontée quelques jours, au pire quelques semaines après qu'elle ait été codée. Et le coût de réparation, vu que ce sera le même qui aura codé, qui corrigera la faille, sera totalement modique. Donc il faut vraiment aborder la cybersécurité comme un coût dans son ensemble. Le bug bounty vient changer un peu les règles du jeu économique de la cybersécurité. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire du bug bounty sur un environnement pré-prod ? Complètement. C'est même objectivement souhaitable. C'est la meilleure façon justement d'optimiser le délai entre la création de la faille et sa détection. Et là, son coût de réparation devient vraiment modique. Mais en plus, vous n'aurez jamais mis en prod une faille. Donc vraiment, c'est la meilleure façon, surtout aujourd'hui avec des environnements comme Docker, c'est la meilleure façon de faire du bug bounty, de le faire sur un environnement de pré-prod. Bonjour, merci pour votre explication, c'était très intéressant. J'étais au Mashup Nantes, c'est une organisation qui permet de faire des rencontres avec des entrepreneurs et des étudiants. On a parlé aussi de sécurité. Et je suis assez dubitatif par rapport aux lois européennes, parce que par exemple, je me suis amusé à lire toutes les explications concernant la confidentialité de SoundCloud, qui disait que mes données françaises étaient sécurisées en France, mais que SoundCloud se permettait d'envoyer mes données aux États-Unis quand il le voulait. Donc je me disais, en fait, on n'est pas du tout sécurisé parce que on peut avoir, enfin, je veux dire, on peut avoir des données qui vont aux États-Unis. Oui, mais là, vous avez un problème législatif d'un côté et un problème sécuritaire de l'autre. Le fait que vos données soient sur le territoire américain n'implique rien sur leur sécurisation. Ça implique quelque chose sur la capacité du gouvernement américain d'y avoir accès. C'est pas la même chose. C'est deux problèmes distincts. C'est des problèmes, hein. Les deux sont des problèmes, mais c'est deux problèmes distincts. En ce qui nous concerne, nous, alors évidemment, on traite les données sur le territoire européen et on est ravis de cette crainte que vous avez et qui est
tout à fait légitime de voir vos données personnelles sur le continent américain parce que c'est profitable pour nos business, mais il faut vraiment faire la distinction entre un problème législatif et géopolitique qui est lié à l'industrie de la surveillance qui a explosé ces dernières années et un problème strictement sécuritaire qui est lié à une faille de sécurité dans un code. Je comprends très bien, et justement, je voulais avoir votre avis concernant cet aspect légal. Parce que vous, je sais que vous pouvez peut-être... je voulais savoir ce que finalement, en fait, Alors, vous pouvez faire de la sécurité, mais si, de toute façon, on envoie des données aux États-Unis... De toute façon, on va pas si on envoie des données aux données États-Unis, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus accessibles à des cybercriminels. Ça veut juste dire qu'elles sont plus accessibles à la NSA. Je propose juste, Fabrice, il y aura une table ronde vendredi matin sur le sujet précisément des données personnelles. Donc ce sera peut-être plus l'objet de cette conférence-là. Je vais finir, moi, parce qu'il nous reste 1 minute 30, par quelques questions. Qui dans la salle connaissait déjà le principe des bug bounty? Okay. Qui dans la salle est intéressé pour faire du bug bounty avec sa boîte ou... Eh ben, venez nous voir. Donc alors vous venez voir Yogosha, vous venez voir Bounty Factory. Je termine par une petite minute, enfin une 30 secondes publicitaire. On a lancé avec Quant un fonds pour la sécurité et la vie privée. C'est nous qui allons payer pour vos bug bounty. Donc si vous êtes intéressé, ça se passera à la nuit du hack. Vous venez nous voir sur le stand Quant, on en discute ensemble. Et voilà, si vous voulez expérimenter, nous on est vraiment pour que les entreprises sécurisent au maximum leurs services, en particulier quand elles ont des données personnelles à protéger. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et je pense que vous avez compris grâce au panel l'intérêt que pouvaient avoir les programmes de bug bounty. Effectivement, je retiens aussi Fabrice, il ne faut pas avoir peur des hackers. Non, il est impératif de faire changer les vrais, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais c'est impératif, sinon on va au-devant d'une panique générale des populations sur quelque chose dont il n'y a vraiment pas besoin de paniquer. Hein. Surtout que les vrais, on va juste finir par ça, ce qu'on appelle les black hats, donc les hackers qui sont très mal intentionnés, ne viennent pas sur des plateformes de bug bounty. Ah non, non seulement ils ne viennent pas, mais il faut être honnête, les black hats naviguent dans une économie dans laquelle nous, on représente des clopinettes. Non, bah oui. En fait, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous pour faire leur business et gagner de l'argent en vendant ça sur le marché noir, etc. Donc, il ne faut pas avoir les plateformes de bug bounty comme des nids à hackers. C'est plutôt des gens qui sont sérieux, dont c'est le métier, qui font de la sécu, etc. Et eux, ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, les black hats n'ont pas besoin de nous pour exister, quoi. Donc, il reste. Non, on dépasse de 5 secondes, donc je vous propose de terminer là et d'applaudir nos 2 panélistes. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne fin de festival à tous.